équipe nationale qu'on croyait un miracle. Même si, pour les experts du monde sportif guinéen, ils savent que notre équipe nationale, la composition ne nous donnait pas déjà gagnant, ne nous donnait pas favori. Parce que ceux qui ont lutté pour les qualifications à cette CAN, ces joueurs-là n'étaient pas tous sélectionnés pour l'équipe qui a été finalement retenue afin d'aller défendre les couleurs nationales du côté de l'Égypte. Alors, on s'attendait à des sanctions après ce qui s'est passé. Parce qu'il y a deux volets. Il y a d'abord la question liée au recrutement, à la sélection de ces joueurs. Comment ça s'est passé, comment ça s'est négocié, comment l'entraîneur Paul Put a négocié avec la Fédération guinéenne de football, quelles étaient les clauses du contrat. Et ensuite, est-ce qu'au niveau des joueurs, il y a eu des ententes des ententes, je veux dire, non officielles concernant des primes à reverser à tel ou tel cadre de la Fédération guinéenne de football. Voici autant de questions que nous nous posons. Alors, nous nous attendions donc à des sanctions parce qu'il y a aussi le fait, il y a un fait important, c'est celui portant sur les dépenses qui ont été effectuées par le ministère des Sports au compte de cette CAN. On a trouvé que c'était une dépense assez exagérée pour un résultat qui n'a pas été au rendez-vous. Et un audit a été commandité, Abaka Diallo donnera les détails tout à l'heure, mais jusqu'à ce jour, nous attendons encore les résultats de cet audit. Alors, Paul Put et Amadou Diaby. Lorsque la commission d'éthique s'est saisie donc du dossier, ce qui m'a marqué, c'est que Amadou Diaby n'était pas dans le pays, il était à l'étranger. Mais je pense que la décision même qui le sanctionnait est tombée en son absence. Lorsqu'il est venu, il a quand même été rencontrer la commission d'éthique afin de s'expliquer. Mais ce qui me taraude l'esprit, c'est comment en ce moment, en ce laps de temps, M. Paul-Joseph Put... La première décision, le suspendant. Le suspendant, c'est celle-là qui est tombée en son absence. C'était une mesure conservatoire qui a été décidée par la commission d'éthique. Donc, et à la suite de cela, il est arrivé, Amadou Diaby, il a eu l'occasion de se défendre, mais ce qui ne s'est pas produit, il n'y a pas eu de confrontation. Il n'y a pas eu de confrontation parce que Paul Put, et c'est là la question que je me pose, par quelle manière il a pu donc quitter le pays? Parce que quand même, lorsque vous portez des accusations aussi graves concernant la Fédération guinéenne de football, même si c'est le vice-président qui a été cité, mais ça concerne quand même la Fédération guinéenne de football. Lorsque vous portez de telles accusations, nous pensons que vous détenez quand même des preuves assez solides pour pouvoir étayer tout ce que vous avez annoncé. Mais je me demande par quel moyen il a donc pu quitter le pays sans avoir eu l'occasion d'être face à face avec M. Amadou Diaby. Peut-être qu'il y aurait eu beaucoup plus de vérité là-dessus. Mais les preuves qui ont été brandies, en tout cas les preuves à ma possession concernant ce dossier, si ce sont ces preuves-là qui ont été données par M. Paul-Joseph Put pour expliquer qu'il y avait un accord qui le liait à Amadou Diaby et qui le reversait. Il y a eu des sons quand même, vous n'allez pas le dédouaner comme ça, Amadou Diaby. Je finis. Voilà, moi aussi j'ai écouté les sons. Il versait 10% de son salaire à Amadou Diaby. Si on s'en tient qu'à ces preuves-là, je me dis c'est assez léger. C'est assez léger et on ne pouvait pas quand même se baser sur cela pour pouvoir sanctionner le monsieur. Je m'explique pourquoi. Parce que vous avez écouté le son, mais est-ce que vous avez vu aussi ce brouillon qu'ils ont appelé décharge? Je ne vais pas citer le nom des personnes dans ce brouillon parce que je ne sais pas si elles sont liées ou pas à ce dossier. Mais ce brouillon qui a été fait à Abidjan le 25... Non, je ne vais pas les citer parce que ce ne sont pas d'abord, je présume, des Guinéens. Et on ne sait pas, parce que c'est difficile de croire qu'on puisse brandir un tel document, un tel chiffon, comme étant une preuve. Alors, ce document a été fait, a été signé, cette décharge a été signée à Abidjan le 25. C'est pas un chiffon. C'est pas un chiffon, surtout que c'est écrit de la main, c'est manuscrit. Et ça a tout son poids en matière administrative. Lorsque vous donnez un montant à un monsieur, parce que vous avez eu une entente, comme quoi c'est une sorte de raquette, mais au moins il faudrait que le nom de ce monsieur soit là-dessus ou bien qu'il y ait une signature. On ne peut pas quand même se baser sur cela. Laissez-moi lire le contenu de cette décharge. Je souviens monsieur quelque chose, né le 6e mois 77, donc avec le numéro de sa carte d'identité, reconnaît avoir reçu la somme de 7 millions de francs CFA des mains d'un certain honorable qui se trouve du côté de la Côte d'Ivoire pour le compte de monsieur Amadou Diaby. C'est assez facile.
moi je peux dire que j'ai eu un accord de ce genre avec Abaka pour qu'il me verse 10% de son salaire. Mais si Abaka doit me verser 10% de son salaire, eh bien, soit il le fait par virement bancaire, ou il le fait, si on doit faire une décharge, au moins il faudrait que je mentionne, que je mette ma signature sur cette décharge. Mais nulle part ici, il n'y a la décharge de M. Amadou Diaby. Le sonore dont vous parlez, vous l'avez écouté? Oui. Vous entendez la voix de qui? Qu'est-ce qui est dit C'est dans la le voix sonore? d'Amadou Diaby. Qu'est-ce qui est dit dans le sonore? Qu'il a reçu la somme. Ben oui, mais alors, attendez, c'est trop facile. Lamine, Lamine, moi je voudrais tout de même signaler que c'est assez grave. Je vais demander au réalisateur de m'envoyer le son par mail. Ce que j'attendais, je vais finir rapidement. Ce que j'attendais, moi, de cette commission d'éthique, c'est qu'elle puisse aller un peu plus en profondeur. Parce que moi, je pense que le mal est plus profond que cela. C'est ça, justement, on ne peut pas réunir tous les chèques, tout ce qui s'est passé du côté de l'Égypte. Non, je suis d'accord. En commençant par la sélection de cet entraîneur, qui n'est pas quand même venu ici, qui n'est pas quand même venu ici au temps de Amadou Diaby, parce que autant, je pense, de la crise liée au Conor, le monsieur Paul Put avait déjà fait un déplacement sur la Guinée. On ne peut pas quand même tout réunir et dire qu'il faut trouver quelqu'un qui va porter tout ce fardeau. Il faudrait que la Fédération guinéenne de football aille un peu plus loin. Surtout, je suis parfaitement d'accord avec toi sur ce point-là, Moussa. Parce que dire que Amadou porte le chapeau, évidemment, de tout ce qui s'est passé, c'est trop gros. Deuxièmement, il y a eu des sommes, évidemment. Le Premier ministre a demandé à faire un audit là-dessus. Abaka Diallo va venir un peu plus tard. Deuxièmement, je finis rapidement. Mais c'est trop gros tout ça. Deuxièmement, moi, je n'ai aucune foi, aucune confiance en ce monsieur. Les grandes gueules. Pourquoi Paul Put. Je me dis que je ne sais pas de quelle manière, qui a eu l'idée d'aller sélectionner un tel monsieur. D'abord, qui a un passé sulfureux, qui a un problème avec son... Non, mais c'est Antonio. Oui, c'est lui, d'ailleurs. Oui, mais d'accord, mais en même temps... Il y a un appel d'offres. Un appel à candidature. Même s'il y a un appel à candidature. Il a été accroché avant tout cela. L'appel à candidature, c'est de façon officielle pour montrer à l'opinion publique qu'on a fait les choses de façon transparente. Il a été d'abord approché. Selon mes informations. C'est Amadou. Faut pas oublier. Mais le problème est comprendre tout à l'heure. Amadou est finalement la plaque tournante de tout ça. Le premier contact, je demande à ce qu'on me prouve le contraire. Le premier contact entre M. Paul Put et la Guinée, ce n'est pas par le biais de Amadou Diaby. C'est par le biais du premier responsable du football guinéen. C'est pas par le biais d'Amadou Diaby. Antonio Exactement. Deuxièmement, comment on peut porter, pour quelle raison on peut sélectionner un tel monsieur? D'abord, c'est sûr déjà de la presse, le 30 octobre 2018, lorsque les salaires de ce monsieur retardaient, monsieur Antonio Soiré a pris sur lui la décision de sortir, parce que c'est son propre fonds, de sortir de l'argent de sa société pour avancer le paiement des salaires de monsieur Paul Put. J'ai le courrier ici, écrit par monsieur Maurice Akoy-Koivogui, le secrétaire général, dans le cadre de la rémunération de votre activité, parce qu'en ce moment, lorsque les montants ont été versés, Amadou Diaby avait reçu déjà le paiement de tous ces mois de salaire du côté Paul Put avait reçu plutôt le paiement des arriérés de salaire par la Fédération guinéenne de football. Donc, le secrétaire général lui a écrit pour lui demander de rembourser les montants qui lui ont été remis. Les montants s'élèvent à 120 000 € qui lui ont été remis pour les mois de mars, avril, mai et juin, afin qu'il puisse les virer sur le compte de monsieur Mamadou Antonio Soiré. Le numéro de compte est là, pour que Paul Put puisse le faire. Mais la réponse qui a été donnée, et je pense que vous avez l'information, c'est qu'il aurait dit que ce montant, il a utilisé pour meubler la maison qui a été louée pour lui. Je pense que c'est quelque chose déjà d'assez... C'est une réponse assez légère le concernant. Mais en plus, les virements qui ont été faits, lorsque vous avez une conclusion, vous avez un accord avec quelqu'un pour dire que vous le versez 10% de votre salaire, mais lorsque vous recevez un virement, mais vous lui donnez les 10% qu'il doit recevoir. Les 7 millions qu'on a brandis du côté de la Côte d'Ivoire ne correspondent pas quand même au montant, au salaire qui ont été payés à M. Amadou Diaby. Moi, j'aurais voulu qu'il y ait une preuve assez palpable, soit un virement bancaire ou une signature de monsieur Amadou Diaby qui atteste... Non mais, Lamine, qui atteste que... Non, ça se passe pas comme ça. Je suis désolé. Mais Lamine, on ne peut pas s'en tenir qu'à ce bout de papier portant sur une décharge de 7 millions de francs CFA pour dire
que si le football guinéen se porte mal, ça ne tient qu'à ce bout de papier. C'est comme si tu comme si tu disais ici, parce qu'il y a des gars qui sont spécialistes à la matière ici en Guinée qui se disent on veut te faire ministre et à la fin du mois on raquette, on demande de l'argent. Vous voulez que ces gens-là Lamine, ils peuvent témoigner. Lamine, ils peuvent témoigner. Mais on a mis sur le bout de papier le nom. On va essayer d'appeler Tam. On va essayer d'appeler Tam. On a mis sur le bout de papier des noms. Ces gens peuvent témoigner. Pourquoi on ne les fait pas parler? Les grandes gueules. C'est assez réducteur de l'ampleur du problème. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Il faut creuser, il faut aller un peu plus loin. Allez-y, Titi. Allez-y, Abaka Diallo. Ouais, ce qui est à dire, moi, je me dis que tout ça n'avait pas à avoir lieu, ne sert pas le football guinéen. Pour ma part, le problème est ailleurs, mais je pense qu'on a déplacé le problème. Il y a une équipe nationale qui a participé à une compétition qui exige de la préparation, qui exige du sérieux et de la rigueur. La CAN 2019, elle était très relevée. C'était une CAN à 24. C'était la première d'ailleurs. C'était la première fois qu'on passe de 16 à 24 équipes. Vous avez vu le niveau de football produit par l'ensemble des équipes participantes. Ça s'est joué à rien, à un petit cheveu entre les adversaires. Quand vous avez vu l'Afrique du Sud qui a fait chuter l'Égypte, vous avez vu l'Ouganda, comment ça a été pratiquement difficile pour le Sénégal. Madagascar. Le Sénégal de se défaire de l'Ouganda. Vous avez vu le Madagascar qui était considéré comme le petit poussin, mais qui... Quand le Madagascar a réussi le match nul contre la Guinée, on avait pensé ici que c'était une contre-performance, mais le Madagascar est allé jusqu'en quart de finale. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a un nivellement de valeurs. Moi, je pense que c'est sur quoi on devait accentuer les débats en Guinée, c'était la reconstruction de notre équipe nationale. Nous savons quelles étaient nos faiblesses, quelles étaient nos forces en allant à cette CAN. C'est une équipe qui a été montée de briques et de brocs, avec... des binationaux que la fédération est allée chercher de gauche à droite pour former une équipe. On me dira tout à l'heure qu'on pouvait bâtir une équipe nationale locale, mais on sait qu'on a une équipe nationale locale qui est allée échouer au Chan dernièrement au Maroc. Donc on peut pas me dire qu'on pouvait bâtir une équipe nationale à ossature locale qui pouvait rivaliser avec les équipes nationales venues du continent qu'on a vu en Égypte. Tout cela était possible. Donc on pouvait faire un savant mélange entre des locaux et ces binationaux. De toutes les façons, l'entraîneur, avec l'effectif qu'on a mis à sa disposition, il a essayé de mettre en place une équipe qui a joué des matchs amicaux, qu'elle a perdu, donc trois matchs amicaux. Ensuite, elle est venue à cette CAN. On était dans un groupe où finalement il y a la Guinée, le Madagascar et le Nigeria qui ont réussi donc à se qualifier. La Guinée comme meilleur troisième. Les deux équipes qui ont fini à la tête de notre pôle, le Nigeria et le Madagascar. Mais on sait jusqu'à quel niveau ces équipes sont allées. Le Nigeria est allé en demi-finale, le Madagascar est allé en quart de finale, et l'équipe qui a éliminé la Guinée, c'était l'Algérie. C'était la meilleure. J'ai fini. C'est des perditions financières, parce que c'est là où il y a j'arrive. Je parle de ce qui aurait pu être fait au sortir de cette CAN. Tout le monde parle de débâcle, tout le monde parle de contre-performance. Mais nous devons ouvrir les yeux pour savoir quel était le niveau réel de notre équipe nationale. Oui, sur le plan sportif. Sur le plan sportif. J'ai terminé. Allez-y, il va terminer. Allez-y, Abaka. Allez-y. Là où je pose le débat, c'est sur le plan sportif. Nous sommes sortis du cadre sportif après cette CAN. Ce qui est à dire, c'est que il faut quand même que l'opinion comprenne que la Guinée n'avait pas une équipe qui était à même d'aller assez loin dans cette compétition. Voici mon propos. Mon propos donc est de dire qu'il faut que l'opinion comprenne qu'à un moment donné, on avait placé trop haut la barre de l'espérance au niveau national, en pensant ici qu'on pouvait remporter cette CAN. C'était pas vrai, c'était faux. L'équipe qui nous a éliminé, l'Algérie, c'était la meilleure de la compétition. Les grandes gueules. La preuve est que l'Algérie a balayé tout le monde. Donc ceci pour dire quoi? Pour dire qu'au sortir de cette CAN, je pense qu'on aurait mieux à faire que d'aller sur des problèmes extra-sportifs. La bataille aurait été de se concentrer sur la reconstruction de notre équipe nationale, sur des mesures à prendre pour redynamiser notre football au plan local, pour reconstruire cette équipe nationale. Maintenant, on a laissé tout ça de côté, on s'est attaqué à des problèmes extra-sportifs.
en ce qui concerne l'audit de la gestion financière, c'est extrêmement important. On doit demander des comptes. Mais de là aller chercher des pouces ou des crânes, à porter des accusations sur tel ou tel, à dire oui, seul Amadou Diaby a été fautif, c'est lui qui a racketté Paul Putte sur son salaire. Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça nous apporte? Mais si, c'est important, reddition de compte quand même, mon cher ami, c'est important. Les grandes gueules. Aujourd'hui, le fait de clouer Amadou Diaby au pilori, ça apporte quoi au football guinéen? Je pose la question. Non mais non mais ce que je veux, non mais moi je me perds complètement dans le discours de Abakar ce matin. C'est vrai qu'au-delà de la performance du Sili, de toutes les façons, tout le monde le savait, on a été chassé de cette compétition-là, mais la réalité voudrait que comment voulez-vous assainir notre football si la maison mère elle-même contient beaucoup de problèmes. On vous parle de corruption, on vous parle de mauvaise gestion, on vous parle de l'interférence du président, du vice-président dans la sélection des joueurs, etc. On vous parle de 10% du salaire de l'entraîneur qui aurait été versé au vice-président. On vous parle même de la qualité de la sélection de cet entraîneur-là qui devait regrouper l'équipe. Je pense qu'on vous parle aussi des montants faramineux qui ont été investis dans cette CAN pour un résultat qui n'est rien. Je pense que si vous voulez remettre en valeur l'équipe nationale, il faut d'abord nettoyer la maison mère qui contient beaucoup de problèmes. Tant que la fédération guinéenne de football n'est pas une fédération propre, tant qu'il n'y a pas d'hommes intègres, tant qu'on assiste à ce genre de spectacle, oh c'est Amadou Diaby qui a pris 10% du salaire de Paul Putte, oh c'est Antonio Soare qui m'a imposé tel joueur, même Antonio Soare lui-même à la conférence de presse du côté de la CAN, il a fait certaines révélations finalement sur... On appelle ça des boulettes. Absolument, sur Paul Putte, des révélations qui auraient pu empêcher la sélection de cet entraîneur-là. Je pense que le problème n'est pas tellement la performance. La performance de l'équipe, on le sait, on l'a toujours critiqué. Le Sili ne nous a jamais étonné. Le Sili a été une équipe qui a toujours été éjectée des compétitions africaines. Ça c'est connu, ça c'est d'antan. Ce n'est pas maintenant, ça date pas de maintenant. Le problème c'est la Fédération guinéenne de football. Comment nettoyer cette maison pour que cette maison puisse vraiment servir le football guinéen? Vous ne pouvez pas avoir une équipe performante. Toutes les grandes équipes qui ont échoué à la CAN à un niveau où on ne les attendait pas, le Cameroun, je pense au Cameroun, je pense à la Côte d'Ivoire, etc. Finalement, on s'est rendu compte qu'au sein même de leur fédération, il y avait de gros problèmes, mais ils ont pris des mesures. L'Égypte dont tu parles, après l'élimination de l'Égypte, le président de la fédération égyptienne de football a démissionné. Et il a, en même temps que l'entraîneur a été limogé. Donc je pense que le problème n'est pas là. Le problème c'est comment nettoyer au sein de la Fédération guinéenne de football. Et pour le faire, je ne pense que la raison ne voudrait pas qu'on porte tout le fardeau de l'échec du Sili national, qui quand même ne date pas de maintenant, sur un seul homme. Moi je voudrais qu'on aille plus pro. Non mais non, mais même, c'est ce que je veux dire. Non, qui a sélectionné Paul Putte? Qui a imposé? Est-ce que des joueurs ont été imposés à Paul Putte? Est-ce qu'il y a eu de l'argent illicite qui a circulé dans les mains de certains acteurs permets-moi, de certains acteurs du football guinéen? Est-ce que le ministère a quand même débloqué des fonds aussi faramineux pour un résultat qui finalement ne sert pas le peuple de Guinée? Et l'audit que le Premier ministre a demandé, cet audit-là est allé où? Nulle part. Je pense qu'aujourd'hui il est important, lorsque Kassouri essaye quand même de mettre en place certaines actions pour nous permettre d'avoir une certaine visibilité sur l'action, sur l'utilisation des fonds du peuple. À chaque fois, on lui met la pression. À chaque fois, on fait des détours. Et finalement, les audits ne vont pas loin. Je pense qu'aujourd'hui, tant que le président de la Fédération guinéenne de football ne prend pas à bras le corps ce problème et ne va pas en profondeur, que les vrais acteurs, les vrais acteurs ne sont pas punis, je pense que la Fédération guinéenne de football restera toujours malade. Parce qu'elle a toujours été malade. La corruption a toujours existé depuis l'URET. C'est une pratique qui existe au sein de cette fédération de football guinéenne. C'est pour ça que notre football n'avance pas. On l'a toujours dit, même si vous sélectionnez les plus gros footballeurs du monde, vous les amenez, vous les regroupez et vous les mettez au compte de la Guinée, tant que la Fédération guinéenne de football est aussi malade, rien ne va se passer. Justement, alors, c'est qu'on ne dit pas aussi au grand public, parce qu'il y a cette guerre. On le sait bien comment Antonio est venu à la Fédération guinéenne de football, Mohamed Mara. On le sait, on sait que Kassouri est très lié à ce monsieur qui nous avons reçu ici dans ce studio. Super V, entre autres. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a une guerre qui ne dit pas son nom entre le clan Antonio, Petit Saut qui s'est rallié à Antonio, vous les avez vus ensemble. Eh bien, ils sont très ensemble à ce moment. La suite de cette guerre-là, d'ailleurs, Mohamed Mara,
la suite de cette guerre, on a vu, il y a eu l'épisode, permettez-moi, il y a eu l'épisode 2 de cette situation. Mais non mais permettez-moi juste une seconde, un peu plus d'ailleurs, il y a eu l'épisode 2 de cette guerre lorsque Super V a été parachuté par le truchement du Premier ministre à un poste, je vais me rafraîchir la mémoire, au Conseil d'administration. Exactement, on a vu ce que ça a déclenché. Les acolytes, les soldats d'Antonio Suarez sont sortis sur les médias et on a lynché le Premier ministre, on a lynché Amadou Diaby, shérif de Washington, etc. On connaît l'épisode de cette situation. Jusqu'à présent, ça traîne devant les juridictions. Donc ça peut vous dire à quel point le malaise existe au sein de cette fédération guinéenne de football. Ne portons pas le chapeau seulement à Amadou Diaby. Il peut être responsable, mais à mon avis, il n'est pas le seul responsable. Bien, allez-y Mohamed Mara. Lamine, est-ce que vous vous rappelez, lorsqu'il y a eu le congrès électif à la Fédération guinéenne de football, ici, dans ce même studio, ce jour-là, je n'étais pas très d'accord avec Aboubakar parce qu'il était très optimiste, eu égard à la qualité des hommes qui connaissent bien le football guinéen, qui faisaient leur entrée à la Fédération guinéenne de football. Ce jour-là, mon propos a été perçu un peu comme une sorte d'acharnement sur la personne de Amadou Diaby. Mais sachant tout ce qui était là, tout ce qui s'était passé avant la chute de Super V, j'ai dit vous gardez les responsables de toute cette crise-là au sein de la nouvelle fédération. J'ai dit écoutez, rien ne changera, on sera face aux mêmes situations, aux mêmes cabales. Et c'est cet environnement, malheureusement, dans lequel aujourd'hui on est en train de forcer Antonio Suarez pratiquement à baigner. Ce sont les mêmes personnes qui se pourrissent la vie. Vous parlez des problèmes avec le Premier ministre. On a tous compris ce qui s'est passé à l'époque. Même le décret qui créait le COCAN a été violé par l'acte du Premier ministre. Je ne vais plus revenir là-dessus, mais je vais vous rappeler d'où est venue toute cette pagaille. Le Premier ministre, parce que après le deuxième match de série nationale, on apprend qu'il y a déjà 62 milliards de nos francs qui sont déjà décaissés. Rappelez-vous très bien comment tout ceci est arrivé. Et le Premier ministre immédiatement écrit, il ordonne une sorte d'audit parce qu'il veut comprendre pourquoi il y a autant de décaissements. Et ça, l'ordre est donné d'auditer qui? Parce que qui déboursait? C'était le ministère des Sports. La crise à la fédération a été nourrie justement pour détourner l'attention de la gestion calamiteuse des finances publiques au ministère des Sports. Il ne faut pas l'oublier. Le vrai problème, c'est au niveau de la gestion de Bantama. Tout cet argent, 62 milliards, était déjà parti avant la fin du deuxième match. Je ne veux vraiment pas qu'on oublie ça. Ça, c'est le premier élément. Le second élément... Et le PM se trouve impuissant. Parce que les résultats, on nous a dit à un moment donné c'était 100 milliards, après c'est 80 milliards, on n'a pas vu clair là-dedans. Bantama, vous le savez très bien, a été ramené au gouvernement pour le faire échapper à la case de prison parce qu'il avait maille à partir avec la justice. Bantama, il est intouchable parce que c'est un peu le fiston du président de la République. Ne l'oubliez pas cette dimension. Le deuxième problème, vous dites Paul Put, et c'était apparemment, vous écoutez, c'est pas un entraîneur. Je vous rappelle qu'en 2013, c'est ce monsieur Paul Put qui a mené le Burkina d'alors avec une équipe presque inconnue à la finale. Ah non, attendez, je vous ai écouté. Je ne vous ai pas interrompu. Je parle de fait. Le même Paul Put a mené le Burkina Faso en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai dit le même Paul Put, et ça vous ne pouvez pas le nier, a amené l'équipe nationale de Burkina Faso en finale. Vous ne pouvez pas le nier. 2013, il n'y a pas longtemps. Ce que je veux dire, c'est l'environnement dans lequel les entraîneurs, les coachs sont recrutés. Là est le problème. Vous dites qu'il n'y a pas de lien entre ce qui se passe avec Amadou Diaby et puis les contre-performances. Il y a un lien. Je vous donne un seul exemple. On nous apprend, et puisque le président Antonio a parlé aux médias, on a entendu Paul Put également. Un joueur qui joue, qu'on fait jouer notamment le 8e de finale, alors que le monsieur était malade depuis 3 jours. Pendant le même temps, on nous dit que 32 000 € étaient décaissés juste pour les médicaments. Dites-moi, justement, les personnes en charge de soigner les joueurs, notamment, et puis les kinés, les kinésithérapeutes, et puis tout le staff de 17 personnes qui ont accompagné Paul Put. On s'est demandé, mais 17 personnes pour cela. C'est là où les soupçons sont partis de là. Mais comment tous ces gens-là ont été recrutés? On nous a dit oui, il y a des stagiaires, il y a ceci, il y a cela. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait des rétrocommissions sur tout ce qui était déboursé sur Paul Put et tout son staff. Paul Put, il l'a expliqué. En fait, c'est parce que Paul Put a été coincé que pour s'expliquer, il a dit écoutez, je ne suis pas le seul responsable.
il y a des gens auxquels moi je rendais compte, parce que le président de la Fédération guinéenne de football l'a défié devant les micros, il a dit que lui n'a jamais imposé un joueur. Et Paul Put a expliqué qu'il y a de pression. Au début, il n'y avait pas de pression. Mais après, on s'est rendu compte qu'il y avait des pressions. Le nom d'un fameux Tom est intervenu dans cette histoire-là. Ce que je veux dire, il faut aujourd'hui que l'audit au niveau du ministère des Sports qui a été fait sur les débauches d'argent, mais extraordinaire. Des gens sont partis par centaines là-bas, en Égypte, qu'on sache exactement qu'est-ce qui s'est passé sur le plan financier. Maintenant, de l'autre côté, on a besoin d'une sorte de remise à plat au niveau du CID. Un premier ministre impuissant, ça oui, mais Lamine, mais tu vas voir, même déjà la Fédé, ce n'est pas encore fini. Vous avez vu pourquoi Antonio Soare a annulé le recrutement en cours d'un nouveau sélectionneur. Attendez, le problème. Attendez, si la vermine n'y est plus, c'est ton système. Mon problème, c'est ton système. C'est pourquoi il faut jamais accepter de la sorte. Moussa, tu auras la parole tout à l'heure. Tu ne vas pas me distraire. Tu ne pourras pas me distraire. Vous dites que le monsieur est mal. Il n'est plus là. Je dis que c'est un système. Pourquoi ça persiste? Et pourquoi c'est un système? Normalement, c'est la direction technique nationale qui élabore les critères de sélection, d'enrôlement d'un sélectionneur national. Ils ont fait le job. Et puis on se rend compte que c'est l'administration qui procède par élimination, qui élimine notamment parce qu'il y a eu 87 candidatures et qui retient 5 finalistes. Mais Lamine, imaginez, là où quelqu'un comme Paolo Duarte a candidaté, on y retrouve, vous savez qui? Le coach de Saint-Nazaire en France, National 3, c'est-à-dire l'équivalent de la 5e division. On le retrouve finaliste en Guinée. C'est là où déjà vous allez vous rendre compte que parmi même les gens qui sélectionnent, il y a un problème. On vient présenter cette liste honteuse à qui? Au président de la Fédération guinéenne de football. Heureusement qu'il a compris que ces gens-là, le niveau était bas et que ce n'était pas la peine. Ça veut dire qu'il y a une nébuleuse autour du football guinéen. Mais la source, ça commence là-bas au ministère des Sports jusqu'à la Fédération guinéenne de football. Si on ne l'audite pas, aujourd'hui, Amadou Djabi, c'est à mon avis, il n'est pas le seul. Ce n'est qu'un maillon d'une chaîne. C'est clair. Et il faut toiletter. Je vous l'ai dit, c'est quand il y a eu le dernier congrès qu'on n'avait pas fini avec cette histoire. Il y a des ripoux qui sont là-bas. Il faut enquêter. Les gens passent en pôle. Le seul... Super V, quand vous retirez Super V de la Fédération guinéenne de football, après on va le bombarder ailleurs, au sein d'un conseil d'administration. On le voit dans les lignes de parti. Dans ce pays, non, attendez, c'est la moralisation de la vie publique en Guinée qui aujourd'hui qui est indexée. Les gens sont en maille à partir avec la justice et puis vous les nommez par-ci par-là. Aujourd'hui, il faut toiletter cette fédé-là. Il y a des ripoux. Honnêtement, Antonio qui déverse 100 millions de dollars, ça ne marchera pas tant que ces gens-là, on ne s'en sépare pas. Peut-être d'ailleurs, c'était l'erreur de sa vie, aller à la tête de la fédération. Allez, nous avons en direct ce matin Amadou Tam Camara. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Camara. Oui, bonjour, les grandes gueules. Bienvenue dans notre émission. Alors, il y a ces sanctions que vous avez décidées contre Amadou Djabi, vice-président de la Fédération guinéenne de football, et Paul Put, l'ex-sélectionneur du CILI national. Des sanctions qui sont aujourd'hui contestées par monsieur Amadou Djabi, qui est devant le TAS. Dites-nous, le débat qui a cours dans l'opinion, porte sur les preuves, les éléments de preuve que vous avez retenus contre notamment monsieur Amadou Djabi, qui donc conteste vos décisions. Est-ce que vous avez eu suffisamment de preuves à charge contre M. Amadou Djabi et quels sont ces éléments de preuve contre lui? Je vous remercie. La commission a eu suffisamment de preuves pour asseoir sa conviction. Il s'agit de preuves sonores, il s'agit de photographies, il s'agit d'échanges d'emails, il s'agit de relevés de comptes bancaires. Donc, avec autant de preuves, avec des faits concordants, la commission a pu asseoir sa conviction et tous les sons ont été écoutés par des témoins qui ont effectivement attesté qu'il s'agit bien de la même personne. Donc, sur la base de notre intime conviction, la décision a été prise. Monsieur Tam, le mal ronge quand même cette fédération depuis Mathusalem, ça date pas de maintenant. Et finalement, après tout ce travail, depuis ce temps-là, aujourd'hui, c'est seulement Amadou Djabi qui est le seul responsable de toute la débâcle, de tous les échecs du CILI national. Il n'y a pas d'autre, c'est le seul. Vous savez, nous sommes une commission d'éthique, nous ne sommes pas ni une commission d'audit, ni comité exécutif. Nous nous occupons simplement des cas de violation du code d'éthique.
Et pour le cas d'espèce, il s'agit de cas de corruption. Donc nous nous occupons des sanctions contre ce genre d'infraction-là. Nous ne nous occupons pas est-ce que l'entraîneur devait faire quel système de jeu, qui a envoyé combien d'argent. Nous ne nous occupons pas de ça. Nous nous occupons uniquement des cas de violation du code d'éthique. Et pour le cas d'espèce, il s'agit de cas de corruption. Alors, M. Tam, M. Camara, il y a quand même une question que je me pose. Paul Put, qui a porté ces graves accusations, par quel enchantement, par quel miracle, il a pu quitter le pays avant d'avoir lui-même été confronté à celui qui l'accuse? Ça, c'est une très bonne question et ça, c'est une colle pour nous. Personne ne sait comment il a pu sortir ici. Parce que nous, on nous avait dit que Paul Put n'avait pas de document de voyage. Donc, on s'attendait à une confrontation, comme on avait programmé ça. Ouais. On a été informé, comme tout le monde, que Paul Put n'est plus ici. Ouais. Alors, parce que c'est grave parce que c'est là où je me pose beaucoup de questions. C'est-à-dire que le monsieur, il bénéficie d'assez de soutien au sein de la Fédération guinéenne de football. Il savait la sanction qui allait tomber à son encontre. Incroyable. Et quelqu'un dont le passeport, parce que selon mes informations, son passeport belge avait déjà complètement, je pense, expiré. On lui a retrouvé un passeport de service guinéen. Et donc, il y a forcément des Guinéens qui ont travaillé dans l'ombre pour que ce monsieur quitte le pays incognito avant que la commission d'éthique n'ait fini son travail. Vous ne trouvez pas que c'est assez suspect, ça? Ouais. Oui, c'est assez suspect, mais vous savez, là, c'est d'autres questions qui dépassent les compétences de la commission d'éthique. Bien. Encore une fois, ils ne sont pas des policiers. Allez-y. Monsieur Camara, je voudrais vous ramener sur ces fameux éléments de preuve contre Amadou Diaby. Vous avez parlé de photographie, de sonore, mais aussi de traces financières, etc., parce que vous avez parlé de relevés bancaires. Est-ce qu'on peut aller dans les détails pour savoir exactement qu'est-ce qui a été retenu, qu'est-ce qui a été l'élément qui a été la preuve suffisante, accablante pour Amadou Diaby, comme quoi il recevait 10% du salaire de l'ex-entraîneur du Sili national, Paul Put? Pour rappel, M. Aboubacar, c'est qu'il faut savoir d'abord que cette histoire de corruption a été dite pour la première fois par le président de la Fédération guinéenne de football, même en conférence de presse. Ensuite, relayée dans un compte-rendu du Conseil des ministres. Ce n'est pas au cours de ce Conseil des ministres, on a dit qu'il y a eu corruption au sein de l'équipe nationale. C'est de ça que tout est parti. Ensuite, Paul Put qui met dans son rapport qu'il y a corruption, qu'il remet 10% de son salaire à quelqu'un. Déjà, il y a ce qu'on appelle Paul Put n'entérine pas le terme, le vocable corruption. Il valide plutôt le vocable racket. Il dit qu'il a été plutôt victime de racket sur son salaire. Donc il n'est pas d'accord qu'on parle de corruption au sein du Sili national, parce qu'il argue qu'il n'a corrompu personne et que personne ne l'a corrompu. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui que les faits portent sur un racket sur son salaire? Écoutez, la commission a retenu la qualification juridique de corruption parce que nous avons estimé qu'il a suffisamment coopéré pour qu'on puisse qualifier de racket. Parce que le racket, c'est une extorsion de fonds contre son gré. Alors que pour le cas d'espèce, il a bien coopéré puisque l'argent partait jusqu'en Côte d'Ivoire, revenait, c'était savamment monté et il était au cœur de la chose et il a coopéré. Donc la commission a retenu corruption et non racket. Alors, qu'est-ce qui prouvait que Amadou recevait 10% de son salaire, du salaire de Paul Put? Mais je vous ai dit sur la base des preuves. Alors, on a envie de savoir. On a envie de savoir parce que M. Tam Camara, qui sont à la disposition du public. C'est quoi la preuve accablante? Voilà. Oui, les preuves accablantes. Permettez-moi de vous dire d'abord que la commission ne peut pas mettre les preuves à la disposition du public pour la raison simple que nous sommes astreints à des obligations de confidentialité. Vous ne mettez pas les preuves à la disposition du public, mais en même temps, nous, on a eu
quelques quand même supposées preuves. On a cette décharge qui a été faite, qui aurait été faite du côté de la Côte d'Ivoire. On a également ce document sonore qui existe. Alors qu'est-ce qui vous empêche de mettre à la disposition de tout le monde les autres preuves? Permettez-moi de vous dire que toutes les preuves sont venues de la même personne, de Paul Put. Paul Put, avant nous, a déjà donné des audios à la presse. Donc, il lui est tout à fait loisible de donner des preuves encore à d'autres personnes. Donc, vous pouvez avoir des éléments, mais ce n'est pas à la commission de les mettre à la disposition. Peut-être que vous l'avez obtenu par d'autres moyens. Paul Put peut le mettre à des amis, à des journalistes, et ainsi de suite. Mais il n'appartient pas à la commission de mettre ça sur la place publique. Parce que la commission est astreinte à des obligations de confidentialité. Bien. Amadou Tam Camara, merci beaucoup Tam et surtout bon courage. Les GG. Être indépendant, c'est se donner les moyens de faire surgir des vérités de fait qui vont nous bousculer intimement. Fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. La normale s'impose. Regardez en direct, merci à vous tous à l'international, continuez à réagir, le contact s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13, il faut le dire. À la une, ces graves accusations formulées donc par le député Ousmane Gawal Diallo au sujet donc du traitement des militaires guinéens dans le Nord Mali. En marge donc du vote hier à l'Assemblée nationale de la loi portant statut général des militaires, l'uninominal donc de Gawal a affirmé qu'une ponction de 400 $ US est opérée sur le revenu versé à chaque militaire guinéen du contingent Gangan 3 déployé donc à Kidal. Et ce n'est pas tout, Ousmane Gawal il va loin. Il le dit, il révèle aussi que les militaires guinéens précédemment déployés au Mali, une fois revenus au pays, n'auraient pas reçu leur prime de démobilisation donc de 300 $ chacun. Quels sont les éléments de preuve à sa disposition? Nous essayons de comprendre ce matin dans cette émission. Nous allons partir sur le terrain, vous allez l'entendre. Qu'répond le ministère de la Défense? Vous allez entendre successivement dans notre émission M. Ousmane Gawal Diallo, député, membre de la commission défense à l'Assemblée nationale, et M. Aladi Selou Camara, il est directeur de la communication et des relations publiques au ministère de la Défense. Vous allez l'entendre ce matin dans notre émission. On revient sur ce sujet hier, 48 heures donc après la mort d'un jeune à Kaporo, suite à une descente musclée d'une unité des forces de sécurité. Les responsabilités donc tardent toujours à être situées, il le dit Titi. Pendant ce temps, du côté de la justice, c'est silence radio. Aucune information judiciaire n'a encore été ouverte à cet effet. Tu peux même rajouter du côté de la gendarmerie nationale, c'est la fête, on va le dire comme ça, parce que Tam s'est planté, on va le dire Samoura s'est planté hier. Qu'est-ce sait-on des circonstances réelles du décès de ce jeune? On essaie de comprendre ce matin quelle est l'unité des services de sécurité impliquée dans la mort de ce jeune. Quelle suite la police compte-t-elle donner à ce drame? Nous allons joindre un membre de la police nationale ce matin. Normalement, c'est le contrôleur général, Sekou Mara, coordinateur donc des BAC, qui était censé d'intervenir ce matin. Parce qu'il faut tout expliquer aux auditeurs. Rebelote, son ministre Dignette, c'est un dossier chaud, tu ne peux pas intervenir dessus. Donc nous allons appeler ce matin Mamadou Camara, porte-parole donc de la police nationale, qui va intervenir évidemment dans notre émission. Avant de continuer l'émission en direct avec quelques auditeurs, mon cher Titi, tu vas m'excuser, mais c'est comme ça. On a cet autre auditeur qui réagit, c'est la Junior Condé évidemment. Qu'est-ce que le supposé rackettage de Amadou sur Paul a encore sur la débâcle du Sili? Il pose la question ce matin. Franchement, Lamine, vous prenez les Guinéens pour des demeurés. C'est toi qui prends les Guinéens pour des demeurés. Mohamed Mara, le National 3 de France bat la Guinée 5-0 et allez.
Mais il est bizarre, hein, là, Junior. Et c'est comme ça, on l'aime aussi, hein, franchement. Allez, on reste dans le sillage avec cet autre message. Malik Marcel Bangoura qui nous écrit. Dites à Mara qu'il y a une fourchette qui ne permet pas de s'offrir certains noms d'entraîneurs. Comme il parle de théâtre, l'État, par le biais donc, du ministère des Sports, dit ne plus être disposé à payer un salaire plus ou moins égal, perçu par le pauvre pute. C'est Malik Marcel Bangoura de Sabari FM qui nous écrit ce matin. On reste dans le sillage avec cet autre qui dit laissez Aboubacar aller jusqu'au bout de ses idées. Donc c'est Amadou Camara qui nous écrit ce matin. Attention, c'est pas Amadou Camara, Titi, hein, t'inquiète pas. On reste dans le sillage avec toujours ces jeux lutteurs à l'international. Ils sont très nombreux évidemment à réagir évidemment sur Twitter aussi. Avant de continuer, nous avons qui exactement sur le hashtag #GG. Allez, on va essayer de lire quelques messages un peu plus tard. Titi, on y va à la police. Qu'est-ce qui se passe, Titi? À la police, c'est que allez-y. À la police, donc on attend toujours de savoir. Oui. D'abord exactement. C'est un gâteau très chaud. Oui, exactement. Parce qu'après l'émission, on a eu colonel Mara qui disait non, il fallait intervenir parce que Samoura a dit n'importe quoi à l'antenne. Effectivement. C'est ce qu'il a dit. Mais, alors, et la nuit, oui. du côté de la gendarmerie, c'était la fête parce que le gars s'est planté à l'antenne. Je vous assure. Non, mais c'est le cas de le dire. Oui. C'est le cas de le dire. Il s'est planté à l'antenne. C'était la fête à haut commandement de la gendarmerie. Colonel Bala Samoura, franchement, c'est inexcusable. C'est inexcusable. C'est inexcusable du haut de son, quand même, de sa posture d'un des hauts responsables de la gendarmerie nationale, donc d'un des hauts responsables des services de sécurité de la Guinée, qu'il ne soit même pas à même hier, au lendemain d'un drame qui a coûté la vie à un jeune à Kaporo, qu'il ne soit pas à même de nous dire quelle était l'unité qui est intervenue et qui était impliquée dans ce drame. C'était quand même lamentable. Ouais. Alors, donc aujourd'hui, nous cherchons à savoir quelle est, d'abord, la question basique, c'est quelle est l'unité qui a été impliquée dans ce drame. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à hier, on nous disait que c'était la BAC numéro 2 qui a été impliquée dans ce drame, ce qui ne semble pas s'avérer aussi. Parce que Mohamed Marad a eu quelques contacts ce matin, et ça, on va le prouver tout à l'heure. Il semble que le véhicule de la BAC était encore garé dans la cour de la sûreté, et que cette unité donc, de la BAC 2 n'a pas été impliquée. Alors, la question, c'est quelle unité en ce moment a opéré cette descente du côté de Kaporo jusqu'à ce que mort d'un jeune s'en suive. C'est toute la question. Et du côté de la justice, on vous l'avait dit, aucune information judiciaire n'a été ouverte. Le procureur Mohamed Mara l'a rappelé hier, aurait pu se saisir de cette affaire sans même qu'il ne soit sollicité. Parce que là, c'est avéré qu'il y a eu la mort d'un jeune. Et il était attendu de sa part que le procureur se saisisse de ce dossier. Donc c'est une patate chaude qui est entre les mains des services de sécurité. Allez-y, mon cher Tamba. Ça vient enfin. Oui. Alors, moi je reviens sur ce premier sujet parce que c'est assez important. Alors à la FEGIFOOT, après une telle débat, des milliards à ce micro final. Voilà, c'est bon. Alors, à la FEGIFOOT, il faut un coupable. Après ces milliards de francs guinéens de mobilisés, après ces milliards de francs guinéens de mobilisés, après tout l'engouement qu'il y a eu autour de l'équipe nationale pour participer à la CAN, il fallait bien un coupable à ce qui est arrivé. Il fallait pouvoir expliquer ce qui est arrivé. Moi, je ne suis pas parfaitement d'accord avec Mohamed Mara qui explique que en fait, c'est pour noyer le poisson par rapport aux dépenses et donc à l'audit qui a été commandité par le Premier ministre que l'on est en train d'ouvrir cet épisode à la Fédération guinéenne de football. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ce regard. Mes raisons, elles sont... Mes raisons, elles sont... Je ne suis pas d'accord de toute façon. Mes raisons, elles sont bien simples. Déjà sur le recrutement que l'on veut imputer à monsieur Amadou Diaby. Vous savez, ce n'est pas le dernier signataire. Moussa Moïse est largement revenu là-dessus. Celui qui signe les contrats au niveau de la Fédération guinéenne de football, on sait bien que c'est le président. C'est ce président-là qui va apposer la dernière signature. C'est lui qui engage la Fédération. Antonio Soiré. Oui. C'est lui qui engage la Fédération guinéenne de football dans quelconque prestation de service. Première observation. Ouais. La deuxième observation. Mais il y a des propositions. Même s'il est que M. Amadou Diaby se sera permis de vouloir négocier quelques contrats dans la négociation donc, de la prestation de M. Paul Put, mais il y a ce qu'on appelle quand même des enquêtes de moralité. Ouais.
quel que soit ce que, même si Paul Put a eu si vous voulez, ses performances avec l'équipe du Burkina Faso, c'est quand même quelqu'un qui est en disgrâce avec même son propre pays. On connaît cette histoire. Et au-delà de cela, il traîne quand même une série de casseroles. Qu'est-ce qu'on a fait du contrôle de sa moralité pour venir lui confier une telle responsabilité? Aujourd'hui, on veut demander à M. Amadou Diaby de vouloir porter tout ceci. Et je reviens d'ailleurs pour soutenir ce que je suis en train de dire au propos de M. Tam. Il a dit, nous, on est une commission d'éthique. Le gars a filé de la Guinée sans que nous, on ait pu s'en rendre compte. Ouais. Mais une commission d'éthique, ça peut travailler sur deux volets. Ça peut le premier, ça peut poser des questions. Vous avez une série d'éléments que Paul Put vous a fournis. Le minimum des choses à faire, il s'agit d'une confrontation, le croisement, que le principe du contradictoire soit respecté. On ne peut pas venir, moi, me sanctionner en n'écoutant qu'une seule partie. Ouais. Et en bâtissant sa foi sur cela, j'ai quand même un avis à donner. Ouais. Étant donné que le monsieur a fui, il dit c'est une commission d'éthique, on n'est pas la police. Mais la commission d'éthique relève de quelle autorité? La Fédération guinéenne de football. La Fédération guinéenne de football ne peut pas demander de la lumière sur ce qui s'est passé par rapport à la fuite de monsieur Paul Put. On ne veut pas se lever faire le travail. Encore une fois, j'ai observé une chose et il faut la dire. Monsieur Antonio Soiré, personne n'y touche. C'est quelqu'un de blanc dans ce pays. Simplement parce qu'il débourse de l'argent et que l'on dit que c'est le meilleur soutien du football guinéen, même quand sa responsabilité est engagée, personne ne veut dire que monsieur Antonio Soiré a une responsabilité. Mais ça, il ne peut pas s'en dédouaner. Le minimum du respect, quand des Guinéens se sont mobilisés comme ça. Et d'ailleurs, vous vous rappelez, à la veille du départ du Syli National, nous avions cette émission ici où je disais, ils n'iront nulle part. Ils n'iront nulle part. Et il y a eu toutes les réactions que vous connaissez. Alors, quand on est face à cela, je pense qu'il faut que l'on développe cette culture où l'on respecte les gens. Des Guinéens se sont mobilisés pour soutenir l'équipe nationale. Ça nous a conduit là où ça nous a conduit. Et puis maintenant, il faut expliquer l'échec. Vu qu'il faut expliquer l'échec, l'entraîneur a dit, on m'a imposé des joueurs, à un certain moment on a suivi cela. Et on a suivi Ibrahima Traoré, qui est revenu sur le fait qu'il a appris que M. Paul Put lui-même percevait de l'argent sur les primes des joueurs. On a vu cette vidéo. Bien. Et on veut dire que c'est Amadou Diaby. Moi, je suis d'accord avec une chose. Si M. Amadou Diaby est responsable, qu'il paye. Mais je refuse l'idée qu'encore une fois, pour une énième fois, M. Antonio Soiré et tous ceux qui sont autour sont blancs. Et je termine très très rapidement avec cet audit. Et je vous le dis, ça n'ira nulle part. L'audit que M. Kassori Fofana a commandité, quoi de plus normal? Mais cet audit n'ira nulle part. Parce que tout simplement, c'est un Premier ministre qui sert finalement au décor démocratique qui sied. Quand on dit Premier ministre, chef du gouvernement, il fallait un. On a notre Kassori Fofana. Même quand il prend des décisions, on sait toujours que des explications ciblées, des tenants politiques viennent finalement mettre de l'eau dans la démarche qu'il engage, et c'est peine perdue. Bien, allez, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs. On va faire un saut du côté de la défense ce matin avec Aladi Selou Camara qui nous attend. Ousmane Gawal Diallo va intervenir aussi, hein, et puis on va revenir sur, on va dire sur ce fait divers. Hier, on en parlait qu'après 48 heures, la mort d'un jeune à Kaporo suite donc à une descente musclée d'une unité de force de sécurité. Les responsabilités tardent donc toujours à être situées. On revient dans quelques minutes. Je m'appelle Anthony Drou et je suis sur Espace Télé-Guinée.
Samuel Jacob, vin du peuple yon démocrate power. C'est Jacob Desvarieux, guitariste de Kassav. Vous êtes sur Espace TV Guinée. J'aimerais pas dire rien. Parler, moi, c'est sans olé. On s'habite comme on savait. On peut qu'épérer, t'es comme ça. On peut qu'épérer, jouer en l'esprit, en moi. On est que moi. Si tu travailles, viens qu'à descendre. Si tu travailles, viens qu'à descendre. Si tu travailles, viens qu'à descendre. Arrive, mon capote, qu'à monter mon balai. Si tu travailles, viens qu'à descendre. Si tu travailles, viens qu'à descendre. Si tu travailles, viens qu'à descendre. Arrive, mon capote, qu'à monter mon balai. Sois fier de toi, baby, car rien ne t'impressionne. Dis champagne, si tu veux, tu peux gérer ça. Aïe, 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 aïe. Indépendante, aucun garçon n'a le pouvoir sur toi. Ici Jupiter à la Vibe et je regarde Espace TV. Bonjour, Isabelle Camara, présidente de l'association Sorizaya en France. Je suis vraiment très heureuse d'avoir rencontré Espace TV et moi je vous le dis, Espace TV, regardons mieux. Espace TV, regardons mieux. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. C'est qui le champion à Guinée? C'est qui le champion à Guinée? Espace, 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 espace. Radio Espace Forêt. C'est aussi à Lola, Yomu, Massinta, Beila. Sur 99.7. Radio Espace Forêt, la radio au cœur de la Guinée forestière. Bientôt. Des réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Musiciens guinéens d'ici ou d'ailleurs, Kalak Radio est là pour vous. Téléchargez l'appli ou écoutez la radio sur la 104.9. C'est la Guinée dans vos oreilles. Yankadi, Toupou-Cessé, Mandingue, musique du Sud, c'est Kalak Radio. Kalak Radio. Au rythme de la diversité culturelle, sur la 104.9. Espace TV, au rendez-vous de vos préoccupations, avec le magazine La Grande Espace. Une chaîne qui incarne la passion, la proximité, l'authenticité et qui souhaite montrer la modernité de nos terroirs au travers des femmes et des hommes qui façonnent notre environnement quotidien. Et en compagnie d'animateurs qui rassemblent. Les thèmes principaux abordés par la chaîne sont l'art de vivre en lien avec la nature, les territoires et le développement durable. La chaîne propose des magazines originaux récurrents tels que Proximité ou La Guinée d'en bas, Le Morning, des séries documentaires, des magazines quotidiens. Espace TV en terre africaine de Guinée. La télé du peuple. Nouveau. Adafo Média, plus fun, plus top, plus live. Adafo Média lance ses nouvelles versions applications mobiles et tablettes sur Android et iOS. Centrées sur l'actualité chaude, les applications sont enrichies d'un live permanent. Ce nouveau format éditorial permet de raconter les événements d'actualité en temps réel